La population d'une ville du sud de la Virginie est sous le choc à la suite d'un crime effroyable. On a tué une femme enceinte et du même coup le bébé qu'elle portait. À l'autre bout de la Virginie, une petite ville est aussi en proie au désarroi à la suite d'un crime brutal commis dans un endroit pour le moins inattendu. Deux crimes qu'on n'aurait pas pu prévoir, aucun témoin, peu d'indices et des meurtriers en liberté. Pour les élucider, les enquêteurs devront faire la lumière sur deux tragiques fatalités. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Chesapeake, en Virginie, le 6 juillet 2000. Raquel Foley se rendit chez ses voisins Martin et Melissa O'Connell. Une des collègues de Melissa avait appelé Raquel et lui avait demandé d'aller voir si Melissa se portait bien, car elle n'était pas venue travailler ce matin-là et ne répondait pas au téléphone. Toujours au bout du fil, la collègue demanda à Raquel de vérifier si la porte arrière était verrouillée. Ce n'était pas le cas. La voiture de Melissa se trouvait dans le garage. Dans la cuisine, le repas avait été préparé, mais il était resté sur la table. Melissa était une femme assidue au travail. Elle était enceinte de 8 mois et avait connu une grossesse difficile. La porte de la chambre à coucher était verrouillée. Ce n'était pas normal. Sur les conseils de la collègue de Melissa, Raquel appela le service d'urgence de la police de Chesapeake. Policiers et ambulanciers se rendirent immédiatement sur place. Melissa souffrait de diabète gestationnel. Si elle était tombée dans un coma diabétique, sa vie et celle du bébé étaient en danger. Il fallait qu'il la voie. Contrairement au reste de la maison, la chambre à coucher était en désordre. Les policiers trouvèrent alors un corps étendu sur le ventre dans la baignoire. La future mère était morte. Il était trop tard pour sauver l'enfant. Il y avait des contusions sur le corps de Melissa et du sang dans la baignoire. Les policiers transmirent la nouvelle par radio. Au même moment, Martin O'Connell, le mari de Melissa, arriva à la maison. Il déclara que la collègue de sa femme l'avait appelé pour lui dire qu'on avait fait venir une ambulance. Un policier demanda à Martin d'attendre à l'extérieur jusqu'à ce que les enquêteurs viennent lui parler. L'enquêteur aux homicides, Tom Downing, était de service ce jour-là. J'ai entendu la nouvelle sur la radio de la police. On demandait aux experts judiciaires et à un enquêteur de se rendre sur les lieux. Downing était accompagné de son collègue, l'enquêteur Mike Toothman. Selon la procédure, les enquêteurs du service des homicides doivent obligatoirement se rendre sur la scène de toute mort suspecte. Un policier leur transmit les informations recueillies jusque-là. On avait trouvé un cadavre, la chambre était sans dessus-dessous, la porte arrière était déverrouillée et l'on venait d'informer le mari du décès de sa femme. Martin O'Connell était assis contre le mur de la maison voisine, la tête penchée vers l'avant. Il semblait en état de choc. Je lui ai demandé de bien vouloir monter dans notre véhicule pour que Toothman et moi puissions l'interroger. Martin déclara aux enquêteurs qu'il avait tenté de joindre Melissa au cours de la matinée. Il ne l'avait pas vue depuis la veille au soir.
Il a dit qu'il ignorait ce qui était arrivé à sa femme. Au cours de l'interrogatoire, on a remarqué qu'il avait plusieurs égratignures et un pansement à l'un de ses doigts. Quand on l'a interrogé à ce sujet, il nous a dit qu'il s'était bagarré avec sa femme la veille au soir. Selon Martin, Melissa et lui s'étaient disputés. À un certain moment, il avait voulu la faire taire en lui plaquant la main sur la bouche. Elle était tellement en colère qu'elle lui avait mordu un doigt. Il déclara qu'elle l'avait chassé de la maison et qu'il avait alors roulé au hasard dans la localité voisine de Virginia Beach. Il dit à l'enquêteur Toothman qu'il avait ensuite tenté de contacter Melissa. Il avait appelé à la maison avec son portable et laissé plusieurs messages sur le répondeur. On pouvait l'entendre dire à Melissa qu'il s'était égaré quelque part dans Virginia Beach. Il voulait qu'elle prenne le combiné pour lui dire à quel point il était désolé. Selon Martin, il était rentré quelques heures plus tard dans l'espoir de se réconcilier avec Melissa. Il avait alors trouvé dans le garage des vêtements de rechange et une note de sa femme lui disant de ne pas rentrer, du moins pas pour cette nuit-là. Il avait pris l'autre voiture et il était reparti. Martin déclara aux enquêteurs qu'il avait loué une chambre d'hôtel. Je lui ai alors demandé de m'expliquer la raison des égratignures sur ses bras, ses coudes et ses mains. Martin déclara qu'après avoir loué la chambre, il était allé dans un bar où il avait pris quelques consommations. En sortant, il était tombé et s'était coupé le bras. Les enquêteurs lui demandèrent la permission de photographier ses blessures. Martin accepta, déclarant qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour les aider. Les enquêteurs parlaient ensuite à Rachel Foley, la voisine qui était entrée dans la maison, ainsi qu'à Cheryl Ramsdale, une collègue de travail de Melissa. Les deux femmes croyaient que Melissa et Martin avaient une union très stable. Elles déclarèrent que Melissa était maladivement inquiète de sa sécurité et qu'elle prenait toujours soin de bien verrouiller sa maison. Les enquêteurs espéraient que la scène du crime leur fournirait quelques réponses. Avant d'analyser les lieux, le technicien Nick Pizzillo filma soigneusement toute la scène. La chambre principale était dans un état épouvantable. Tout était sans dessus-dessous. Les tiroirs avaient été ouverts et vidés par terre, alors que le reste de la maison était immaculé. Cela ressemblait davantage à un saccage qu'à des traces de lutte. Il n'y avait toutefois pas de sang dans cette pièce. On n'en a vu nulle part. À ce moment-là, on n'avait pas la moindre idée de ce qui était arrivé. Dans la toilette, les techniciens recueillirent un mégot de cigarette. À côté de la baignoire, ils trouvèrent de nombreuses bougies cassées et des shorts. Près de la baignoire, ils trouvèrent aussi les premières taches de sang, comme s'en souvient le technicien Grover Davis. L'eau du bain était teintée de rouge et il y avait quelques taches autour de la baignoire. Les enquêteurs poursuivirent leurs recherches dans le reste de la maison. Tout paraissait normal. Ils confisquèrent le répondeur au cas où il recèlerait quelque indice. J'ai fait le tour de toute la maison, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai vérifié toutes les entrées possibles, toutes les portes et les fenêtres. Tout était verrouillé et bien fermé. Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction, seulement cette porte arrière qui était déverrouillée. Tout portait à croire que le saccage de la chambre était une mise en scène. Si un cambrioleur était venu, pourquoi se serait-il contenté de fouiller la chambre à coucher alors qu'il y avait des objets de valeur dans les autres pièces? Les enquêteurs devaient obtenir davantage d'informations. Comme convenu, Martin O'Connell se rendit au poste de police pour une seconde rencontre. Les enquêteurs ne parvenaient pas à rayer son nom de la liste des suspects. La famille et les amis de la victime avaient déclaré que Melissa ne permettait à personne de fumer dans la maison. Comment expliquer alors la présence d'un mégot de cigarette dans la toilette? C'était vraisemblablement le meurtrier qui l'avait laissé là.
On a découvert que Martin O'Connell fumait cette marque de cigarette en particulier. De nouveau, il dut décrire en détail ce qu'il avait fait le soir du crime. J'avais l'impression qu'il tenait vraiment à nous fournir un alibi. Les enquêteurs remarquèrent que certains détails de sa déposition avaient changé. Ils lui demandèrent des explications. L'entretien a pris des allures d'interrogatoire quand on a vu que Martin hésitait à répondre à certaines de nos questions. Il a déclaré qu'il était fatigué et qu'il voulait rentrer chez lui. Il a accepté de me revoir le lendemain matin pour qu'on puisse terminer l'entretien. Il a également accepté de se soumettre au détecteur de mensonges. Nous étions surpris qu'il ne nous demande pas comment sa femme était morte. Il n'avait pas demandé non plus où l'on avait trouvé son corps. Il n'avait posé aucune question sur le bébé. C'était très significatif parce que, généralement, quand on perd un proche, ce sont des choses qu'on veut savoir. Peut-être l'autopsie fournirait-elle d'autres indices. C'est Léa Bush qui était à la tête de l'équipe médico-légale. Quand j'ai examiné le corps de Melissa, j'ai été frappée par la quantité de contusions sur elle. Cela indiquait qu'on l'avait frappée avec un objet contondant. Cette femme avait été battue. C'était indubitablement un meurtre. Certaines blessures sur les bras de la jeune femme indiquaient qu'elle s'était défendue. Elle a lutté pour sa vie. Elle a essayé de se protéger, elle et son enfant, avant qu'on l'étrangle et la batte à mort. Les experts devaient découvrir qui avait enlevé la vie de cette jeune mère et de son enfant à naître. L'enquêteur Downing demanda à Léa Bush d'examiner les traces de morsures sur le doigt de Martin O'Connell. Ce dernier avait déclaré qu'il était face à Melissa quand il avait brandi la main devant elle. La morsure corroborait plutôt la thèse selon laquelle il aurait eu la main sur sa bouche pour étouffer ses cris ou pour la maîtriser. Elle l'avait mordu sur le côté du doigt parce que c'était à sa portée. Ce n'était pas le genre de morsure qu'on fait pour s'amuser. Il lui manquait carrément un gros morceau de chair. C'était plutôt le type de morsure qu'on inflige quand on se bat pour rester en vie. Ces indices rendaient Martin O'Connell de plus en plus suspect. Mais les enquêteurs ne disposaient d'aucune preuve formelle contre lui, ni contre aucun autre suspect. Mike Toothman et Tom Downing ignoraient toujours à quel endroit précis le meurtre avait eu lieu. On avait maquillé les lieux pour faire croire à un cambriolage, mais cette hypothèse ne tenait pas la route. C'est par le biais de la criminalistique qu'on découvrirait ce qui s'était vraiment passé. Les enquêteurs obtinrent l'autorisation de recueillir des échantillons biologiques. J'ai appelé l'avocat de Martin pour l'aviser qu'un mandat m'autorisait à obtenir un échantillon de l'ADN de son client, de son sang et de ses cheveux. Martin m'a rencontré au quartier général et nos infirmiers ont recueilli les échantillons de son sang et de ses cheveux. Ces échantillons pouvaient se révéler utiles plus tard au labo. Les enquêteurs essayaient de reconstituer les événements ayant conduit au meurtre de Melissa. Martin avait déclaré que Melissa lui avait mordu le doigt alors qu'ils se disputaient au rez-de-chaussée. Martin nous a dit qu'il s'était disputé dans le séjour la veille au soir. Je lui ai alors demandé de m'indiquer l'endroit exact. Bien entendu, après qu'il m'eut dit ça, on a appliqué du luminol dans la pièce et l'on n'a trouvé aucune trace de sang. De son côté, le technicien Grover Davis tentait de découvrir où Melissa avait été attaquée dans la maison. La seconde fois qu'on est allé à la maison, on a trouvé d'infimes traces de ce qui ressemblait à du sang sur une porte. Ces traces se retrouvaient aussi par terre, ainsi que sur la moquette de la penderie. C'était une découverte importante. On a alors scié des morceaux de la penderie et du plancher et découpé un morceau de la moquette.
On a ainsi prélevé tout ce qui pouvait contenir des traces de sang, de salive, des cheveux ou tout fluide biologique. On a ensuite envoyé ces éléments au labo. Les policiers espéraient que ces nouveaux indices leur révéleraient qui avait tué Melissa. En juillet 2000, à Chesapeake, la police de Virginie tentait d'élucider un meurtre sordide. On avait étranglé et battu à mort Melissa O'Connell, une jeune femme enceinte de 8 mois d'une petite fille. Le suspect numéro 1 était le mari de Melissa, Martin O'Connell. Celui-ci avait tenté d'expliquer la présence de certaines blessures récentes sur son corps. Au laboratoire de la division Est de la Virginie, la spécialiste en génétique B.J. Blankenship compara l'ADN des taches de sang recueillies à la maison au profil génétique de Melissa et Martin O'Connell. Sur la moquette, le sang était identique à celui de Melissa. J'y suis retournée plus tard et j'ai trouvé d'autres taches plus pâles, dont une correspondait au sang de Martin. Et il y avait 3 autres taches constituées d'un mélange de sang de Martin et de Melissa. La spécialiste fit alors une autre découverte importante. En examinant plus méticuleusement la moquette de la penderie, j'ai remarqué quelque chose de rouge près d'une tache de sang. J'ai recueilli cette chose avec mes pinces et je l'ai examinée au microscope. C'était, comme par miracle, un fragment de chair et je pouvais même clairement y voir des sillons. Ces sillons indiquaient que le fragment provenait de la plante d'un pied, de la paume d'une main ou d'un doigt. J'ai aussitôt appelé le poste de police pour demander si le suspect était blessé. Et de fait, il avait une blessure au doigt. Pour Blankenship, il était évident que Martin O'Connell avait menti à la police et qu'il était sur les lieux du crime au moment du meurtre de sa femme. Martin O'Connell avait déclaré qu'il s'était disputé avec sa femme au rez-de-chaussée. Mais les analyses nous racontaient une toute autre histoire. Cela s'était produit à l'étage, dans la penderie. C'était là que la lutte avait eu lieu. Les enquêteurs ne voulaient toutefois pas se limiter à des preuves indirectes. Les amis de Melissa avaient déclaré que le couple semblait heureux et enthousiaste à propos de l'arrivée du bébé. Mais la version des amis de Martin était diamétralement opposée. On nous a dit qu'il n'avait jamais prévu devenir un père de famille. Cela ne cadrait pas du tout avec son mode de vie. Les enquêteurs apprirent alors une nouvelle troublante. Martin avait quitté la ville. Plusieurs de ses amis croyaient qu'il était allé vivre chez une proche parente en Floride. Martin avait quitté l'État sans se soumettre au détecteur de mensonges, comme il l'avait pourtant promis aux policiers. Les enquêteurs de Chesapeake contactèrent alors les autorités de West Palm Beach, en Floride, qui acceptèrent de surveiller l'appartement de la parente de Martin. Bien vite, ils identifièrent le suspect. Comme la police de West Palm Beach ne pouvait pas surveiller les lieux 24 heures par jour, on vérifiait à intervalles réguliers si le suspect était toujours là. En Virginie, pendant ce temps, les enquêteurs tentaient de trouver le mobile du crime. C'est alors qu'ils reçurent un appel d'une femme de San Diego, en Californie. Elle disait avoir eu une liaison de quelques mois avec Martin, plus tôt au cours de l'année, alors qu'il travaillait dans sa région. Quand elle avait appris la nouvelle du décès de Melissa, elle s'était sentie obligée d'appeler la police. Après avoir reçu ces informations, Toothman et moi sommes allés à San Diego pour interroger la jeune femme. On en a appris beaucoup sur Martin. Il était resté un certain temps à San Diego où il l'avait rencontrée. Il ne lui avait toutefois pas dit qu'il était marié et surtout pas qu'il attendait un enfant. Il dit à cette jeune femme qu'il souhaitait qu'elle vienne vivre avec lui en Floride. On a alors compris qu'on tenait enfin notre mobile du crime. Le temps était venu de cueillir Martin O'Connell.
Malheureusement, on découvrit alors qu'il avait disparu de nouveau. Un policier de West Palm Beach utilisa un moyen détourné pour le retrouver. Il déclara à la parente de Martin que celui-ci avait logé une plainte pour dommage à sa propriété auprès du comité de l'immeuble et qu'il devait le rencontrer à ce sujet. La parente de Martin déclara qu'elle ignorait où il était, mais qu'elle essaierait de le contacter. Le lendemain, le policier reçut un message de Martin O'Connell et son numéro de téléphone. Il contacta le suspect pour lui dire qu'il avait besoin de sa signature sur le formulaire d'évaluation des dommages. Quand Martin lui répondit qu'il pouvait le lui envoyer par télécopieur, le policier insista sur le fait qu'il devait avoir une signature originale. Il lui demanda alors son adresse. À contre-cœur, Martin donna son adresse à Clearwater, en Floride. On établit un réseau de surveillance des lieux. On n'eut pas à attendre bien longtemps avant de voir Martin arriver. Il fut arrêté et ramené en Virginie. Les procureurs et les enquêteurs travaillaient de concert pour porter cette tragique affaire devant les tribunaux. En juin 2002, le jury rendit sa décision après avoir entendu la reconstitution des événements ayant mené à la mort de Melissa O'Connell. Quelques semaines avant la naissance du bébé, le couple s'était disputé. Dans la penderie de Melissa, Martin l'avait attaquée. Quand il avait voulu étouffer ses cris, elle l'avait mordu, luttant pour sa vie. Mais il était trop fort pour elle. Martin O'Connell a été trouvé coupable de meurtre et condamné à la réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À cette époque, la loi de la Virginie empêchait la police de le faire accuser du meurtre de son enfant à naître. Mais cette affaire a entraîné une modification de la loi. La ville de Chesapeake fut profondément affectée par ce crime brutal. À 500 km à l'ouest, une autre ville de Virginie fut secouée par une affaire aussi tragique. Le 11 octobre 1990, en après-midi, les agents Michael Warner et Tom Kincaid de la police de Roanoke se préparaient à commencer leur quart de travail quand un homme affolé vint à leur rencontre. Il est descendu de voiture, il avait l'air très nerveux. Il nous a dit qu'une femme avait été tuée dans un sous-sol au bout de la rue. On ne savait pas si c'était vrai et on lui a demandé s'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais c'était on ne peut plus sérieux. Les agents demandèrent à l'homme de leur indiquer où se trouvait la maison. Il a dit qu'il nous montrerait où c'était et nous l'avons suivi jusqu'à cette maison. En arrivant à ce nouveau lotissement, les policiers avisèrent le poste qu'on avait signalé la présence d'un cadavre. À la maison, 2 femmes les attendaient. Elles étaient agentes immobilières. La femme à l'intérieur était une de leurs collègues. Elle était morte au sous-sol. Les policiers descendirent. Le corps gisait dans une grosse mare de sang. À voir la victime, nous étions persuadés qu'elle était morte et qu'il était trop tard pour l'aider. Les policiers firent appeler des enquêteurs et des techniciens en scène de crime. À l'extérieur, les collègues de la victime déclarèrent qu'elle s'appelait Caroline Rogers. Elles étaient venues la chercher en voyant qu'elle ne les avait pas rejointes pour le déjeuner comme prévu. Elles avaient alors trouvé son corps. Elle n'avait vu personne sortir de la maison. Les enquêteurs de Roanoke et les techniciens en scène de crime ne tardèrent pas à arriver. C'était à eux et aux médecins légistes de trouver les indices et de déterminer ce qui s'était produit. L'enquêteur Phil Patrone savait que la recherche d'indices était d'une importance capitale. Il n'y avait pas de témoins oculaires, seulement cette victime dans le sous-sol. Le médecin légiste William Marcello examina le corps.
C'était une femme dans la quarantaine. Son corps gisait face contre terre dans une grosse mare de sang. À l'évidence, elle avait été grièvement blessée et avait perdu beaucoup de sang. L'hémorragie était peut-être due à une blessure de projectile ou à une blessure de couteau. Il m'était impossible de le savoir tant que je n'aurais pas procédé à l'examen du corps. La température du corps de la victime indiquait qu'elle était morte quelques heures plus tôt. Les indices les plus évidents étaient des traces de bottes imprégnées de sang. Il était très important de les conserver, comme nous le raconte l'expert et superviseur en scène de crime, Michael Grimm. Sur les lieux, on a pris des photos des traces de pas en ajoutant à côté une règle graduée pour pouvoir agrandir les clichés à l'échelle une fois au labo. Plusieurs de ces empreintes semblaient avoir été laissées là par une femme, à en juger par leur forme et leur taille. Il y avait également des traces laissées par une chaussure de plus grande pointure, où l'on voyait nettement le talon et une grande partie de la semelle. Le technicien Rick Moorer participa à l'examen du sous-sol. J'ai trouvé un petit bouton dans le sang. Je croyais que c'était un indice très important car ce bouton était différent de ceux qui se trouvaient sur les vêtements de Mme Rogers. On l'a donc soigneusement recueilli. Les indices laissaient présumer qu'il s'agissait d'un meurtre. Les enquêteurs tentèrent ensuite de suivre leur première piste. Il n'y avait aucun véhicule devant la maison. Or, cette agente immobilière avait dû se rendre sur place. On s'est dit que sa voiture avait peut-être été volée. Les policiers contactèrent la famille de Caroline. Après avoir obtenu la description de sa voiture, ils la retransmirent à toutes les unités de patrouille. Le lieutenant Warner faisait partie des agents à la recherche du véhicule. J'ai concentré mes efforts sur les grandes aires de stationnement des motels et des commerces du secteur. Vers 21h30 ou 22h, j'ai aperçu le véhicule au centre commercial. Après avoir signalé sa découverte, Warner effectua quelques vérifications sur le véhicule. Les portières étaient verrouillées. À l'intérieur, il aperçut un bloc-notes. Il semblait taché de sang. Si c'était le cas, cela pourrait aider à trouver les meurtriers. Les enquêteurs envoyèrent le bloc-notes au labo pour le faire analyser au plus vite. Ray Lavinder, le chef de police de Roanoke, se mit ensuite à la recherche d'autres indices. On a aussitôt avisé les agents de sécurité du centre commercial où la voiture était garée d'être vigilants et de nous aviser s'ils voyaient quelque chose de suspect. Le lendemain matin, les enquêteurs reçurent un appel. Des employés du service de l'entretien avaient trouvé une paire de chaussures qu'ils avaient jetées dans une benne à ordures. Nous sommes aussitôt allés recueillir ces chaussures. Les talons étaient petits et semblables à ceux qui avaient laissé les traces imprégnées de sang sur la scène du crime. Nous les avons donc étiquetés et nous les avons envoyés au laboratoire. Les enquêteurs travaillaient rapidement. Celui ou celle qui avait commis ce crime aussi brutal que gratuit devait être arrêté au plus vite. À Roanoke, en Virginie, la police croyait que 2 personnes avaient brutalement assassiné l'agente immobilière Caroline Rogers. Les techniciens avaient relevé des traces imprégnées de sang de 2 modèles de chaussures sur les lieux et recueilli un bloc-notes qui semblait taché de sang dans la voiture de la victime. Les enquêteurs n'avaient toujours pas la moindre idée de l'identité des auteurs de ce meurtre, ni de l'endroit où ils étaient allés. Ils espéraient que l'autopsie leur fournirait des réponses. Le médecin légiste William Massello procéda à l'examen.
La mort avait été causée par un coup de couteau à la poitrine, qui avait directement atteint le cœur et le poumon gauche. Le médecin légiste nota la présence de dentelures sur le bord de la plaie. Cela indiquait qu'on avait utilisé un couteau aztèque, ou du moins un couteau à lame dentelée. Le médecin releva également des blessures caractéristiques sur la nuque de la victime. Ce sont les traces que l'on voit quand la victime a reçu des coups à la tête avec un objet contondant. On photographia les blessures en vue de les comparer éventuellement à une arme. La famille de la victime avait déclaré que Caroline portait toujours de beaux bijoux. Et pourtant, on n'en avait trouvé aucun sur elle. Certaines blessures indiquaient qu'on lui avait arraché ses bagues et ses boucles d'oreilles. Bien qu'encore sous le choc, le mari de Caroline faisait ce qu'il pouvait pour aider les policiers. Il avait examiné leur compte bancaire conjoint et découvert que quelqu'un avait encaissé un chèque le jour du meurtre. C'était un chèque au montant de 500 $ pour des services d'entretien ménager. Il déclara à l'enquêteur Phil Patrone que c'était forcément un chèque contrefait. Le chèque avait été libellé au nom d'une personne que Rogers ne connaissait pas. De fait, il nous a clairement dit que sa femme et lui ne faisaient pas affaire avec un service d'entretien. Un enquêteur se rendit à la banque où l'on avait encaissé le chèque pour y rencontrer le gérant. Celui-ci avait mis de côté le chèque libellé au nom d'une certaine Marsha J. Smith. Au service judiciaire de la Virginie, des experts examinèrent le document. Avant d'en relever les empreintes digitales, ils vaporisèrent le chèque de ninidrine. Ce produit réagit au contact des sécrétions de la peau laissées sur les surfaces poreuses. Le bloc-notes trouvé dans la voiture de la victime fut également analysé. L'expert judiciaire Michael Grimm se servit ensuite d'un fer à repasser pour soumettre le document à la vapeur et ainsi provoquer une réaction. Il découvrit plusieurs empreintes partielles. Il concentra ensuite ses efforts sur le bloc-notes. Au cours de l'examen, on a relevé une empreinte digitale sur la partie inférieure droite de la première page du bloc-notes. On a photographié cette empreinte et on l'a introduite dans le système d'identification automatisé de l'État, qu'on appelle aussi AFIS. En quelques minutes à peine, on a obtenu la fiche d'un suspect potentiel. C'était l'empreinte d'une femme du nom de Wendy Horst. L'enquêteur Patrone suivit cette piste. Il trouva d'abord l'adresse de Marsha Smith, dont le nom apparaissait sur le chèque. Des enquêteurs se rendirent à Blacksburg pour l'interroger. Marsha connaissait Wendy Horst. Elle avait déjà travaillé avec elle. Marsha avait égaré son permis de conduire depuis peu. Cela s'était passé peu de temps avant que Horst quitte la ville. Les enquêteurs en déduisirent que Horst avait peut-être volé le permis de conduire pour encaisser le faux chèque. L'inspecteur Kern reçut alors le dossier judiciaire de Wendy Horst. C'était la petite amie d'un criminel violent du nom de Danny King. Danny était un vrai criminel de carrière. Il avait été mêlé à plusieurs crimes violents. Il venait tout juste de sortir de prison. Au moment du crime, il était sorti de prison depuis à peine 10 jours. Et Danny était un criminel sans pitié. La police de Roanoke se rendit à la dernière adresse connue de King et interrogea l'une de ses proches.
Elle a été très coopérative et semblait vraiment désolée quand on lui a expliqué la raison de notre visite. Elle expliqua aux policiers que Wendy Horst avait vécu avec elle jusqu'à la récente sortie de prison de Danny. Un jour, elle les avait vus enlever la plaque d'immatriculation du véhicule de Horst et la poser sur une camionnette à bord de laquelle Danny et sa complice étaient partis. Le lendemain du meurtre de Rogers, le couple avait quitté la ville. Les enquêteurs ignoraient où les deux complices se trouvaient, mais au moins ils disposaient du numéro de la plaque d'immatriculation de leur véhicule. Ils introduisirent ce signalement dans la banque de données criminelle nationale et demandèrent à tous les patrouilleurs du pays de se mettre à la recherche du véhicule et des deux suspects. Leur chance de réussite était mince, car le couple pouvait être allé n'importe où. Le 15 octobre, soit seulement 4 jours après le meurtre, un patrouilleur de New Philadelphia, en Ohio, aperçut un véhicule garé dans une aire de repos. En transmettant le numéro de la plaque, il apprit que le véhicule pouvait être relié à un meurtre en Virginie. Il appela des renforts. 2 meurtriers violents pouvaient se trouver à l'intérieur. Quatre jours après le meurtre de Caroline Rogers à Roanoke, en Virginie, un policier de New Philadelphia, en Ohio, soit 500 km au nord-est, avait repéré le véhicule des deux suspects. Dès que les renforts furent arrivés, il passa à l'action. Wendy Horst occupait le siège du passager. Le conducteur était Danny King. Ils n'opposèrent aucune résistance. Au cours de la fouille préliminaire du véhicule, les patrouilleurs de l'Ohio remarquèrent un porte-clés marqué du logo de la société immobilière pour laquelle travaillait la victime. Ils trouvèrent également un couteau à lame dentelée. Les autorités de l'Ohio contactèrent le chef de police Ray Lavender de Roanoke. J'ai appris de la patrouille de l'Ohio qu'on avait repéré Danny King et sa complice. J'ai pris le premier vol qui quittait Roanoke vers 4 heures le lendemain matin. Après avoir obtenu un mandat, les policiers de Roanoke purent mener une fouille complète du véhicule. Ils y trouvèrent des vêtements pour hommes et pour femmes qui semblaient tachés de sang. Un vêtement en particulier retint leur attention. On a trouvé une chemise de travail sur laquelle il manquait un bouton. Cette découverte était importante car le bouton trouvé sur la scène du crime était identique à ceux de ce vêtement. On a aussi trouvé une paire de bottes qui appartenaient vraisemblablement à King. Ces bottes nous intéressaient au plus haut point. Les semelles seraient comparées aux traces imprégnées de sang de la scène du crime. Les experts recueillirent également le couteau dont leur avaient parlé les patrouilleurs de l'Ohio. Après avoir recueilli les indices, les enquêteurs soumirent Wendy Horst à un interrogatoire. Celle-ci reconnut avoir émis un faux chèque et laissé la bague volée à un prêteur sur gage. Elle admit aussi avoir été présente dans la maison au moment du meurtre, mais elle jura qu'elle n'y avait pas assisté. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas vraiment ce qui était arrivé. Selon elle, King était dans le sous-sol avec l'agente immobilière et quand il était remonté, il lui avait ordonné de partir pour aller au centre commercial en voiture. Pendant l'interrogatoire de Horst en Ohio, les experts de Virginie analysèrent 2 autres faux chèques qu'on venait de retrouver.
Ils prélevèrent de nouvelles empreintes et les comparèrent à celles de King. On a pu affirmer que ces empreintes étaient celles de Danny King. Maintenant, c'était le moment d'interroger King. Celui-ci nia être mêlé au meurtre. Il ne passerait pas aux aveux. Pour prouver qu'il avait commis ce crime, les enquêteurs devraient faire appel à la criminalistique. Michael Grimm compara les traces de pas de la scène du crime aux chaussures des suspects. L'expert releva beaucoup de caractéristiques communes entre les chaussures de femme et les plus petites traces de pas sur les lieux du crime, et il put affirmer que les bottes de King avaient bel et bien laissé les plus grosses empreintes. Ensuite, il prit les empreintes des pieds du suspect et les compara aux marques d'usure à l'intérieur des bottes. Il y avait beaucoup de caractéristiques communes. Il ne pouvait éliminer Horst de la liste des suspects et il pouvait affirmer que Danny King avait bien laissé les traces de bottes. Nous pouvions conclure que certaines des traces ne pouvaient que provenir de l'une de ces bottes. Les résultats de ces analyses étaient tout à fait ce dont le procureur Randy Leach avait besoin pour le procès. La poursuite de cette affaire aurait été difficile sans ces preuves. En juin 1991, le procureur se servit des résultats des analyses pour décrire aux membres du jury ce qui était arrivé à Caroline Rogers. Danny King et sa petite amie avaient appelé une agence immobilière sous le faux prétexte de visiter une maison. Caroline Rogers a eu la malchance de prendre l'appel. Okay, thank you very much. Bye. Cool. So you meet us? Let's go. Pure and simple. Le vol était le seul mobile de ce crime. Okay, come on in. Danny King avait été au pénitencier pendant plusieurs années et il avait recouvré la liberté seulement 10 jours plus tôt. Il n'avait aucun revenu. Il a commis ce crime pour voler les bijoux de Caroline Rogers, son carnet de chèques et lui prendre l'argent liquide qu'elle avait sur elle. Il a fait cela pour se payer une petite lune de miel dans un autre État. Brand new. Windows, right now it's not finished, but you could have actually, you can make this into 2 or 3 bedrooms or a big family room for children. Une fois descendue au sous-sol, la petite amie de King décida de sortir pour griller une cigarette. I'm gonna go have a cigarette. Elle laissa ainsi Danny King seul avec Caroline. Danny King était un homme dangereux. Peu lui importait de faire du mal à quelqu'un pour obtenir ce qu'il voulait. Il la tua avant de la voler. Sa complice et lui garèrent la voiture de la victime au centre commercial où Danny effaça toutes leurs empreintes digitales. Il demanda à sa petite amie d'abandonner ses chaussures. Il pensait avoir effacé toute trace de leur passage, tout lien qu'on pourrait établir entre eux et le meurtre. Mais les enquêteurs et les experts de Roanoke n'ont eu aucun mal à trouver les preuves dont ils avaient besoin. Empreintes digitales, traces de chaussures et même un bouton de chemise. On a pu montrer au jury que non seulement il l'avait poignardé, lui faisant ainsi subir une mort atroce, mais également qu'il lui avait donné de violents coups de pied à la tête. Ces preuves ont eu un gros impact sur Danny King et sur la peine qu'on lui a imposée. Le jury a trouvé Danny King coupable de contrefaçon, de vol et de meurtre et a recommandé la peine de mort. Il a été exécuté le 23 juillet 1998. Quant à sa complice, elle a été reconnue coupable de complicité après le fait et condamnée à 5 ans de réclusion.
Depuis, elle a recouvré sa liberté. Peu avant de mourir, les victimes d'homicides se trouvent souvent dans une situation dangereuse. Quand on assassine d'innocentes victimes, la police et les experts en criminalistique mettent leurs efforts en commun pour trouver des réponses à ces tragiques fatalités.